So, welcome back, everyone, to Truth Seekers. Here we go for episode 2. Thank you for listening in on Spotify, SoundCloud, YouTube, wherever you are. If you guys are on YouTube, hello. Thanks. Welcome back from me too. So, hope you're going to like this episode as much as you liked the last one. We listened to your feedback, really interesting feedback. Me and Nick are going to try to improve the content based on what you guys are telling us. And we're even going to start by coming back on some of the questions that were being asked after the first podcast, because I think it's important that we use the fact that our channel is still small and that we can really focus on what like every single one of you are telling us. So we got a couple of questions, interesting topics that we can come back on, and I think we could start with that. Would be a good idea. So first of all, we got a comment from my sister Sophie, who asked us, and I'm going to read it in French because it's written in French. Donc, au dernier podcast, on parlait du fait que Nick t'avait parlé d'un jeu vidéo où est-ce que le AI avait trouvé une façon de passer à travers un pixel et de, dans le fond, hack un peu le jeu, dans le fond. Il a trouvé une façon que l'humain, lui, avait jamais trouvée. Puis, elle se demandait si c'était possible que dans le monde, si on donne une tâche à un AI, il trouve une solution à laquelle on n'avait vraiment pas pensé et que, dans le fond, il a comme quasiment trouvé une faille dans la vie, genre. Et elle voulait avoir notre rétroaction là-dessus. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Genre, je pense que quand je lisais son comment, c'était genre... Elle faisait allusion, genre, si dans le monde, le AI, puisqu'il trouve des shortcuts et des choses comme ça, il va peut-être être capable de trouver quelque chose qu'on a comme pas encore découvert encore. Genre, on va dire un trou dans l'espace-temps ou genre des choses comme métaphysiques quasiment. Je pense qu'elle faisait c'était quasiment des univers parallèles, quelque chose comme ça que l'humain, on n'a jamais figure out, mais que lui pourrait peut-être trouver une solution, quelque chose du genre. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on va dire, maintenant l'AI, on lui donnait, l'intelligence artificielle, on lui donnait une tâche vraiment spécifique et lui était en train de trouver la meilleure manière de faire cette chose-là. Alors c'est comme ça qu'il trouvait la faille. Ouais. Si on est capable de développer l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale, genre, donc qui est comme un être humain qui est capable de tout faire et apprendre surtout meilleur qu'un être humain, je pense que peut-être elle va être capable de trouver quasiment des réponses métaphysiques. Puis là, ça fait rentrer beaucoup d'affaires, genre la religion, puis des choses comme ça, parce que si ensuite, l'intelligence artificielle, j'avais même pas pensé à ça avant qu'on parlait, si elle trouve quelque chose, parce que si elle est capable de, en optimisant tout, parce que tout ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est comme nous, juste plus optimisé. Ouais. Elle est capable de prendre nos recherches juste plus grandes et plus avancées. Peut-être elle va être capable de trouver quelque chose que nous, on n'était pas capable d'expliquer métaphysiquement. C'est quand même incroyable. C'est comme une perspective qui serait pour la première fois de l'histoire comme autre que l'humain qui pense à quelque chose. C'est comme une nouvelle façon de réfléchir qui pourrait littéralement amener des réponses complètement différentes de ce qu'un philosophe a pu penser ou quoi que ce soit au cours des derniers siècles. Donc, il n'y a pas de réponse. On ne peut pas dire exactement si ça va être possible, mais je pense que dans le fond, dans la limite du possible, ça pourrait faire quelque chose en effet d'assez incroyable. Donc, merci pour le comment. C'est vraiment intéressant. On vous encourage vraiment à continuer sur cette voie-là. Nous, ça nous intéresse de lire ce que vous avez pensé. On ne veut pas juste faire ça entre nous, mais aussi impliquer la communauté autant que possible. On va aussi écouter vos feedbacks sur la langue. Dans le fond, genre, on va essayer d'être plus, on va dire, consistant. Dans le fond, l'autre, on revenait un peu anglais, français, on brisait nos phrases avec l'anglais et du français. On va garder ça naturel, c'est sûr, mais on va essayer d'être un peu plus consistant. Un petit bout en français, un petit bout en anglais. On veut quand même garder ça bilingue, parce qu'en ce moment, on est petit, puis on n'a pas un gros fanbase, puis... Fanbase, je l'ai dit en anglais. Ouais. C'est le genre de truc qu'on doit corriger. mais dans le fond, jusqu'à ce qu'on devienne grand et on va dire un jour on devient grand, puis comme c'est la langue qui est en train de nous, c'est le plafond et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de devenir encore plus grand, on va garder ça bilingue. On a aussi une grosse lumière ici pour qu'on nous voit mieux, on a une meilleure caméra, niveau de production il monte, un gros bump pour le deuxième épisode. Pour ceux qui sont sur Spotify et SoundCloud, on espère que le son est encore mieux cette fois-ci. On a un meilleur setup pour le microphone, pour moins d'écho et de choses comme ça. On a mis des coussins puis des tapis partout sur les murs pour arrêter le son, pour arrêter l'écho puis tout ça. Puis on espère que ça va mieux la deuxième fois. Donc en gros, votre feedback ne tombe pas dans le vide. Vraiment, on l'écoute et dès que vous avez quelque chose d'intéressant à nous proposer, nous, c'est vraiment ça qu'on regarde. Puis aussi, je voulais le rendre un peu plus clair que notre podcast sort aux 2 semaines.
Donc, dans le fond, on a une semaine de production où est-ce qu'on va vraiment penser à nos idées, faire nos lectures, arriver. Et là, aujourd'hui, on est un dimanche, on va enregistrer, pardon. Et éventuellement, dans cette semaine-là, c'est là qu'on va faire toute la production, le montage vidéo, etc. pour que ça sorte les samedis midi. Donc, c'est un podcast qui sort à chaque 2 semaines. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir nous suivre. On va essayer d'être aussi régulier que possible à ce niveau-là. Et il y a une autre question sur laquelle on pouvait enchaîner d'un autre, un de nos bons amis qui a écouté le podcast aussi, et qui nous demandait en fait si que 2 des plus grands enjeux du futur pour les millennials comme nous, c'est vraiment l'environnement et la révolution de l'intelligence artificielle. Et il se demandait à savoir si le développement de l'intelligence artificielle pourrait nous aider à régler un enjeu aussi important que celui de l'environnement. Donc peut-être avoir ta perspective là-dessus. Ouais, merci Michael pour la question. Basically, what I think, and like the governments right now, what they do when they need things that are done through AI is they either give contracts to very specialized companies like Paladin and stuff like that. I think I'm pronouncing that properly. They're the ones that found Bin Laden with all their data and stuff like that. That's how the US government found Bin Laden, through a private company. And like, because the governments right now aren't great at data. They're good. Data science, artificial intelligence, what you need for AI. They're not great at that, so they're going to give it usually to private companies and stuff like that. And which kind of brings us into what the subject we're going to talk about today, the big tech companies. They're the ones that have all the data on us, on people, on basically everything. And so I think it's either going to be, for that to happen, for an AI to fix environment, like let's say one problem fixing the other, I think it's not going to be through government. It's probably going to be through like a big tech company that has all the data, or like a private company, or one of those, or a government like funding a private research or something like that. Because like the governments right now, I don't see them having the technology possible, or even 10 years, 20 years, or 30 years, because like the environment problem is coming within 10, 20, 30 years, having the resources to be able to develop that AI to fix that. So it's either not going to be through AI, or it's not going to be the governments fixing it through AI. I don't know. That's kind of my point. Like, well, what I can add to that is basically the fact that, it's not like really the people that are making most of the pollution. It's actually the big companies in the world that throughout like their economic activities are basically destroying the planet. So if there's going to be a major change, it's going to go by these companies, not by the people. Like we can actually make a small difference when we recycle at home, etc., etc. But if you really focus on the big companies and they get AI implemented in their system and the AI helps the environment, that's how I would see like a bigger change in our, basically in the planet's future for the environment. So yeah, I think so. I think that AI can really help us go like through this hard period with the environment, but we still need the political will to act upon, because if it's not profitable for the companies to use the AI in this way, they're not going to do it. If they have to do it because the governments are telling them to do it, then maybe it's going to happen. Actually, it's going to happen way faster if the government gets involved. Exactly. So you need basically both parties working together to basically, it's a call for action for everyone. Everyone needs to be helping each other you need the small people like us doing our part, even though it's a small percentage, maybe that's what can tip the scales. And then you need the big companies and the political agenda to basically move that into working. And that's basically, that comes also talking about political agenda we wanted to talk about today. So bringing in the idea of, there's like this senator that was talking in the United States. She said one thing on Twitter, and then it sparked the whole movement in the United States. We should break up the big tech companies. Yeah. So talk to me about that. What do you Well, first of all, let's talk about the big tech companies. So we're talking about Facebook, Alphabet, who basically represents Google, Amazon, Apple. Am I missing something? Microsoft. Okay. So these are the big guys. We're talking about them right now because they have enormous amounts of data that they collected during the last 30, 40 years. Yeah, 30, 40 years. And this data now helps them to develop AI, which is the next technology for tomorrow.
like probably definitely the most important technology that's coming in the next couple of years. So that's gonna like put them on they're gonna be so important in the future because of their prominent place with this technology on the world, like in the world. So basically, now the governments are starting to be a little bit scared because they see the potential that these companies have regarding all the data that they have and all the information that they have on their citizens. So what I think about that, I think they have right now way too much liberty with all the data that they have. They can do basically all they want at the moment. It's starting to change because of new regulations that are coming in Europe. Europe is really trying to get be the first one to really like put a stop to what the big tech companies are doing right now. But it's kind of a weird issue because it came in and no one really saw it developing until like the last couple of years, when we could really see these companies taking more and more importance with like the technological world getting better and bigger and bigger. So right now I think we have a problem and we have to address it. And I think it's important that the governments start really doing their part. Start asking questions. Literally. I agree. I don't know what the solution is. And I'm kind of not in the camp of like break up the tech company. Because basically what she was saying is everything you said, that was a great way to like introduce this. Mm-hmm. Very true. The tech companies are going to become massive. They have all the data they want on basically everything. And what the future is, it's AI optimizing little things in life. And if they have all the data, they're going to become monsters. They're going to be like, not monsters. I'm not painting a bad picture. My point is they're going to be monsters. They're going to be very powerful. You can do very good with that power, very bad with that power. With great power comes great responsibility, right? So like they're going to be, I see them potentially, and almost today, being more powerful than governments with the reach that they have, because they're worldwide, the power that they have, and then the data that they have. So they can basically do anything with all that. And now, so there's new regulation in Europe and... Well, first of all, can you like explain a little bit, because I think you know like better than me, what they can do really with this data? How important is the data in this debate? Okay, so basically when people talk, because the whole internet was built on a system of like a whole economy of everything's free usually, like the big services, Google search, Facebook, Amazon. You go on their website, they take a cut from the people selling, but you don't need to really pay to go on Amazon and buy stuff, right? It's just a marketplace. Yeah. And all those things, they're all free, but then there's ads that come in, advertising. And how they make money with the advertising is obviously there's targeted ads. You've probably all been on Google and you search, or sometimes it's even scary, almost you say something and like that there's like rumors and stuff. I don't really think they're actually listening. But like you type something in, let's say you wanted information on canoes or something, and then for the 3 next days you're getting you're getting look $3,000 for this brand new canoe from Canoe Muck or something. That happened to me like quite often actually. So like in a certain sense that's good for the user, right? Because let's say you're searching for something you want to get. Well, I personally like to get advertisements of things that I want. Yeah. I don't want to receive a canoe ad when I don't care about canoes. I want to receive tech ads and and like car ads and like whatever stuff like that. So how they do that is fairly like there's a lot of technological things working in there. First of all, they can tie it to your account. So let's say you have a Google account or a Facebook account and you sign in and you often go on pages about food or you often go on pages about hockey stuff. So what they create, Facebook and Google, they all have their own systems. They create like a unique user ID that you have. So you have an ID and with that is appended all the information of what pages you visited, how many times you visit, do you interact more with this page or not, a bunch of little metrics. They're all important to create like a weight of how much you like this thing, how much you like hockey, or how much you like soccer. And it's all stored into a file and put into a marketplace. This is all automatic, obviously it's not people bidding, but then it's put into a marketplace and then there's a retailer that wants to put an ad about hockey, right? And he goes, okay, how much did this, it's an automatic system, but he puts the ad and then it goes with how much that person is willing to pay to put that ad for how much percentage that person likes hockey. Yeah, okay. So let's say that person likes 100% hockey. He's obviously going to get a hockey ad, but which seller is willing to pay the most to Google or Facebook to put the ad, and then you're going to see that ad. Because the companies won't
their ads to go to the people. Exactly. So the like that are the most likely to buy their stuff. Exactly. So for the retailer, it makes sense. He doesn't want to give a soccer player a bunch of hockey ads if he doesn't care about hockey. And for the user, you want to kind of receive the ads. And for Google, you're making money because you're tailoring that experience for your user. So you're taking a chunk of the cut of the ads because people want to put ads on Facebook. You put an ad on Facebook, it's really cool. Like we just created the Truth Seekers page, and it tells me, okay, so you've reached 2.6 thousand people. There was engagement for 700 people. It's so cool, the metrics it gives you. If you do this, you'll be able to target more people that want these pages and that usually interact at this time. It's insane. So like people want to get the most clicks, they want people to buy their stuff. So they're going to go to Facebook or Google instead of going to TV. That's just a broad kind of like everyone watches TV. It could be a mom. It could be a young boy, whatever. Yeah. And you don't want to put it in a journal or something because everyone reads that. So basically, you're putting your ads into somewhere that you know the right people are going to get it. So first of all, so how Google and Facebook and all those people get that data is either through a unique user ID that like is attached to your page history. In the case of Google, it's like what you visited for pages, your history, stuff like that. Like you allow them to use that data when you accept to use terms and conditions. Terms and conditions, stuff like that. That's why there's like the European Union that's trying to clear up all that. But you, let's say, accept to use that. So that's the first part if you have an account. If you have no accounts, it's actually really cool what they do. Like really cool for me. Let's say you use a computer and you're someone that is relatively like, let's say the older generation that don't usually like to sign in and make accounts and stuff like that. Yeah. So let's say they're just browsing the web, okay? So you're gonna go on a page that gives targeted ads, and what they're gonna do is they're gonna run a script on your computer. Your computer will generate an invisible canvas, okay? It's called fingerprinting. It's gonna basically create a fingerprint of your computer. How it works in detail, I'll go quickly. Your computer, it sends information to your computer's like CPU, GPU, and all that. And depending on the configuration, the browser you're using, the device, what drivers of the graphics card, a bunch of stuff, it's gonna create something that is always slightly different. It's gonna be like, trace me a triangle, but then do the aliasing this way, and then cut it this way and crop it this way. And because of the different ways your computer is configured, the end product is actually going to be slightly different. And when you throw that into like a hashing algorithm, what a hashing algorithm is when you put information and then new data spits out, but you can't reverse that data. So that's how passwords work, by the way. Like you put your password, it spits out like a weird like numbers and letters, but that you can never retrieve the password from that weird numbers and letters. Okay. Whatever. So you get that hash, so you get that little unique ID that like identifies you. And so then Google is able to say, okay, this computer is this person. It doesn't know who it is, but it's a fingerprint of that computer. So every time you search from that computer, it'll know that it's coming from that same computer, so it could give you targeted ads, even if you're not signed in. It still created a unique ID for you using that computer. That you don't even know about. You don't even know about. Without any kind of authorization. Yeah, that there's no, but those aren't done by Google. I don't know if Google has them on Google search and stuff. They could be done on like you can set up a website and do it yourself, and then you like get paid for ads and stuff like that. I'm not sure which pages do, so like I don't want to say whatever, but technically I don't know if it's legal or not, but because it can't be attached to you, Philippe Cardinal-Saint-Onge or Nicholas Macbeth, it's just the ID of this computer. So technically it can't be attached to a person. Yeah. So I don't know if they're allowed to use it or not or whatever. But they know that this computer uses. Yeah, this, exactly. Like, it's gonna be the I'm same using person. the same computer every day. I'm not changing. But they can't know that it's you. It could be anybody. You understand what I mean? But this this number computer is interested in this kind of product, this kind of Exactly. product, this kind of product. So Exactly. it's basically the same. They just don't know my name. Exactly. Okay. But also something that I saw about that is the fact that companies like Google, Apple, they sell stuff. They have products to sell. So for them, it's the best way is to use their own browsers to really like put their products in front. And I saw that the European Union like gave a big fine to Google because of that, because they have such a powerful marketing advantage. The fact that they can actually use Google as I don't think they can, because they got to pay like $1 billion or something like that. 8 billion in all the fines.
8 billion? billion In 2018? No, with like through like the last 2 or 3 years from 2017 to 2019, so 2 years, 8 something billion. But this gives them like a huge advantage compared to all the other companies that are using Google actually to put their ads out there. But Google literally they can put it in front, and it's just the best way to sell your products because it can literally be anywhere. Any Google search that you do, the pages that you come in, the ad is always going to be about like Google Home or I don't know which product or their cell phones. What they got caught for. Basically, they're appealing it now. So there's obviously like we're truth seekers, right? We're trying to find the truth. I'm in the on the side that there should be an investigation, and if they actually did it, yes, they should get a fine. If not, they shouldn't. But they were when you were trying to find another online marketplace or like a shopping site, like let's say Aldo or something, they were putting on top of those. That's what they're like being accused of. They're putting on top of those search results their own shopping. They have a shopping like website where like it takes all the places and puts it into one, and they were kind of putting that on top. How is that like? I understand why it's bad. Is the fact that they have a huge advantage, but it's still their browser. Why can't they just use it as they see fit? Like technically, they developed Google, the browser that everyone's using. So why can't they take advantage? Like does the government makes a difference between Google as a browser and Google as a company? So basically, like that brings up the question: if you're asking, should we see them differently? Like, should we break them up into two different entities? Well, I guess we already did. If we're finding them for. So I think, like the European Union now they brought up the GDPR. I have no idea what the acronym is, but something about data protection, privacy, whatever. So first of all, because I think it's two different issues. There's the antitrust laws where it's like they like you're saying, they put their own shopping websites before and stuff like that. Or like Amazon, let's say, because Amazon sells things branded Amazon, right? Yeah. And Amazon is a big marketplace. And if you search for like, let's say a water bottle, obviously they're going to want their own water bottle to be sold more. So let's say they put it first. So there's two separate problems. It's the data problem and the data privacy problem, and one the antitrust problem, let's call it, because those are the antitrust laws. Like everyone should have the same advantages on your platform to be able to sell. So let's say we tackle the antitrust problem, okay? So like the problem of having let's say Amazon products on top of your products. So when you're searching for something, you want to get the best product, right? The best rated, best price and everything. Yeah. So I think for the user, and I think this is the best thing, and that's what the European Union I think is trying to do right now, is that on any platforms that are created even by these big tech companies, since they're so massive and they have the monopoly, because let's say you want to create a new operating system tomorrow, a new smartphone operating system, you can't. Like you literally can't. You're either stuck in Android or iOS. Because if you tried it, BlackBerry tried it, and they completely failed. Because no developer wants to make an app on your platform. So if no developer is going to make an app on your platform, you're going to buy a BlackBerry phone, you won't even have Facebook, Google, all these apps, games that you use every day, you won't have them because no developers made them for your platform. So first of all, now you're stuck on iOS or Android, right? Let's say for phones. Yeah. So those are app platforms. Because like there's the Spotify versus iTunes problem. Yeah. So what Spotify... Okay, I'm making too many tangents. So basically, you're stuck on one of those platforms, right? Because they have the monopoly of those platforms. So I believe that those platforms should be 100% equal. Because because there is the monopoly, you need to make them equal, or else, let's say a small app developer like me, let's say I make a new Maps app. Yeah. Okay, and it's super good, super good, best technology, find everything. Whatever. Google shouldn't be allowed to be, no, we're putting our Maps app on top of yours, even though it has less ratings, less downloads, something like that, just to put the downloads up, because obviously everyone downloads the one that's first. Already, it's super hard to get up there. They shouldn't be allowed to block you out. That I agree. And so, like, that's why right now Spotify, like, kind of told the European Union, yo, look into Apple, because they're kind of claiming, like, this is, like, kind of shady, this thing. They're both, Apple and Spotify are shooting at each other, but Spotify is saying it's super hard for us to compete against Apple because, Apple have Apple Music, and then Spotify has Spotify, and then Spotify is like, we need help, because first of all, it costs us money to be on, it's free to be on the App Store, but when people buy Spotify Premium through the App Store, Apple takes a cut. Yeah. And they say that Apple were like
putting their Apple Music on top of Spotify and not letting Spotify ads go into people that are using Apple Music for free and stuff like that. And so if they're doing that, I also don't find that okay. I think it should be like fair play for anyone on those platforms. I know you bring the point that let's say Google created that platform. Yeah. But when your platform is so massive and it's the only option, and do you see mobile phones disappearing tomorrow? It's not like now we're going to open, let's say a big newspaper had the monopoly, like whatever, if the newspaper has the monopoly, it's going to disappear in a couple of years, you know, like now we're going online for everything. So I think that for marketplaces and things where competition is open, no one should have an advantage. So, that should be unfair. So you think that literally, in a way, these big companies should be like broken into little pieces, because if you separate Google from its browser, is it still Google that's gonna, provide for this browser? So I don't think they should be separated. Yeah. Like that's where I draw the line. Like, because if you separate them, then there's never ending separation. Because one of those mini Googles is gonna become bigger and just then die again. And then be separated again and separated again. It makes no sense. And having like, as a user, let's say I want to buy Amazon products. Basically, what they're telling Amazon is, you can't put your Amazon products on your marketplace. You'd have to have a separate website called amazon.marketplace.com instead of amazon.com, where you can see all Amazon products. I don't think that makes sense. They should be on their platform, but I still think it should be equal. Okay. Everyone has fair play on these platforms, but I think it should be very clear. Let's say there's things that people use less. Like let's say I'm trying to find an example. Like platforms that are used a little less, or like things that people don't know, or like things for businesses, like that. It's okay that there's competition. Let's say Google, I'm not sure where I'm going with this, but whatever. My point is, for big platforms, iOS, Android, things like that, it should be fair. Amazon Marketplace, it should be fair in between who's selling. Like Amazon shouldn't have an advantage. So you think we should like put some regulations in? Exactly. Do you like really make sure that now that your platforms are so big and that so many companies are using it for ads or to sell, we have literally we need to put some laws in to make sure that everyone gets fair treatment on these platforms. Okay, so once that's done, I mean, yes, it's going to be equal, but Amazon and Google are still losing the advantage of their own platform. Like, we're clear on that? Yeah. Okay. So, but I think it's fair too, because they're so powerful anyways, and with the data they have, and they're positioning themselves really well with AI technologies that are coming in. So that's just, now we're just touching the marketing aspect, as they're going to lose some parts of the market because of that. Maybe their ads are not going to, but I think they're still going to be close to the top, because everyone's going to buy Amazon and Google anyways. Way going to be to the top. So, won't make that big of a difference, but maybe get rid of the unfair advantage that they have. Like, I think Google, Amazon, Microsoft would agree they got to the top through a fair playing field, right? They started, they didn't have an advantage, and no one else had an advantage. Yeah. Let's say when they started, IBM was already massive, right? Then they broke off IBM because you're dominating everything. This is disgusting. Yeah, monopoly basically. Exactly. If they wouldn't have had that chance, the Googles and the Apple and the Facebook of this world wouldn't have been able to build up, right? And then they go and they because this is another question, because they always go and they buy startups and then they kind of cripple them. I was gonna get about that, because they're doing basically the same right now. Like, every good startup gets bought by Google, but they actually have a good policy. It's like, yeah, we're buying you guys, but you still stay independent and you still develop your products. They're gonna be in the end, it's gonna be Google that manufacture them or anything, and we're gonna use your technologies. But these people, they have way bigger budgets when they get bought by Google, for instance, and after that, they can make their product even better. So maybe even in your case, if Sober AI, which is like your product, gets bought by, I don't know, like Facebook decides to give you guys $20 million, and now you can actually make it as good as you want, you're probably going to say yes. But it keeps these companies on top all the time, and on top and on top, because they have already the money. And that's the way they're going to be able to dominate the future, because it's easy for them to just buy, and they buy under good circumstances. Like, they're giving them free choice over their actions, but in the end they win. But that's why I feel like at a certain point you can't regulate everything.
Like it's impossible to just regulate everything. And you need a juste milieu, if you will, that like those companies, they should, let's say they give their resources to a startup and that startup needed those resources. Without those resources, like we wouldn't advance, right? This is capitalism at its work. Yeah. Like all the innovations, the AI of this world, like speech recognition, Google Maps without traffic, all these things would not exist with any of the big tech companies. Like it's basically the little guys that are making like good products at the beginning, and then they're bought by the big guys, or the big guys develop them. Like we turned from a world where everything was military, developed by the government, and then getting trickled down to the user of every day, to now it's the big tech companies that are also and that's helping the source the of their military power and right stuff now. like that. It's the fact that they're basically equals with some, like they're more powerful than most of the governments on the earth, and now they're working in collab with the American government or China or anything like that. And that's where the role of the European Union is interesting, because it's like the only continent where, the European Union, they don't have that much big tech companies, so that's why they're able to regulate them a bit better and a bit faster, because they don't have like to be scared that this company is gonna make like trouble on their territory and everything. As if the US was taking the place of the EU in this debate, they would end up being like Google is gonna be like, they have so much lobbying in the US, so much lobbying. Like Silicon Valley is basically all the big tech companies are in America, so they don't want to lose them. But Europe has nothing to lose by regulating them, and there's such an important market that the big tech companies have to acknowledge it. Because if right now they lose Europe, they lose basically half of their income, considering the fact that Europe is such an important like tech world. All the technologies are already there. So many buyers for iPhone, for Samsung, and everything. So, but I think what Europe is doing is really important, because it's the first time in the 21st century that we're really questioning the power of these companies that tomorrow could literally lead the world. Like at some point, if the governments are not going to be able to work without these companies. And maybe we could get on with the fact that Apple recently actually got out of their way of just developing tech products, and now they're in the credit business in collaboration with one of the biggest banks in the world, Goldman Sachs, which is basically the biggest bank in America and one of the biggest banks in the world. So now that we can see that these tech companies, like, they don't only have the potential with technology, but they can actually get away from what they're already selling to new ideas, like Apple is doing. And that can become really dangerous if these companies get in every aspect of the society, of life. Parce que comme, honnêtement, genre moi, je regarde ça, puis c'est comme, pas ça fait peur, parce que moi je suis une personne qui adore la technologie, puis je suis comme, ok, j'accepte ça, oui, je le prends, comme, c'est correct. Ça me dérange pas trop que si je suis en contrôle de mon data et de mes choses, que comme, obviously je vais avoir du tech autour de moi, c'est correct que la technologie fait partie de tous les aspects de ma vie, on va dire. Mm-hmm. Mais genre, le fait que Apple, ils font ça, et comme, j'attaque pas Apple, mais c'est comme, c'est des choses que le monde, ils y pensent pas, mais ça fait peur, parce qu'on va dire que Apple, on va dire t'achètes la carte de crédit Apple, tu viens d'avoir 18 ans, tu te fais approuver par la carte de crédit Apple, ils disent wow, il n'y a pas de late fees, il y a plein de, c'est comme un no fee card ou quelque chose. Ils te présentent ce qu'ils vont te présenter, pas ce qui est derrière la carte, et pas les hauts pourcentages d'intérêt. Ouais. Mais puis là, ensuite, on va dire que tu as une carte de crédit Apple. Tu payes avec tout Apple, tu as un device Apple, toutes tes technologies chez toi sont Apple. Puis là, dans 10 ans, Apple va littéralement avoir toute ta vie. Quoi d'autre est-ce que tu as dans la vie autre que la technologie, genre ta carte de crédit, ce qui est ton argent. Donc, argent, technologie de tous les jours, ils savent t'es où, genre. Apple est quand même bon avec le data privacy et tout ça, mais ils savent t'es où. Ils savent absolument toute ta vie, ce que tu achètes, où tu l'achètes. Oui, ils sont en train de dire on va pas regarder où est-ce que tu achètes, puis advertisers. Mais ils ont quand même l'information. Mais ils ont l'information, et c'est juste le fait que, on va dire, tu es pris dans l'écosystème Apple. Comment tu disparais? Comment tu sors de cet écosystème-là, genre? Ta carte de crédit est avec eux, toutes tes technologies, c'est impossible de sortir. Puis là, une fois qu'ils tombent dans l'écosystème, là, c'est fini. Ta famille va être dans l'écosystème. Ta famille de ta famille, genre les générations après. Puis là, ensuite, juste comme tout le monde
dans 20 ans, est-ce qu'on va voir tatoué sur le front, genre Google, si t'es du côté Google, puis Google, Apple, tu peux pas faire de transaction avec quelqu'un qui est à Apple parce qu'Apple a décidé que. C'est ce genre de scénario où est-ce que ces compagnies-là, tout à coup, ont du pouvoir sur tes actions individuelles et tu t'en es jamais rendu compte. Parce que c'est tellement progressif. Et là, c'est Apple qui vient d'introduire ça. Puis le truc, c'est qu'ils ils le présentent pas comme un enjeu, ils le présentent comme tout l'aspect publicitaire. C'est un beau produit, la carte est belle. La carte est en titane. Ouais. Titane. Engravé et tout avec ton nom, genre c'est sexy, c'est beau. C'est beau et c'est présenté comme un produit comme les autres, mais tout à coup on se rend compte, c'est comme, ok, Apple fait des cartes de crédit. Comme, est-ce qu'on pourrait réaliser que Apple fait des cartes de crédit? On est rendu là. Genre. Et si Apple le fait, ça m'étonnerait pas que d'autres compagnies suivent le pas. Je veux dire, c'est Google, ça va être le même principe. S'ils veulent sortir leur carte de crédit, ils vont la sortir. Et là, Google, juste pour mettre genre une autre parenthèse, Google qui rentre dans l'industrie du gaming, je sais pas si tu as vu récemment. Non, Google j'ai pas vu. Ok, je vais pas nerd out pour tout le monde dans le podcast, mais c'est vraiment cool et tu peux genre stream. Dans le fond, avec n'importe quel shitty ordinateur, ton cellulaire, n'importe quoi, tu vas être capable de jouer des AAA titles genre The Witcher à 4K 60 frames per second, puisque c'est tout compute dans un Google Cloud et là, ça t'envoie juste l'image. Donc, tu peux faire de ton téléphone, tu peux faire d'une tablette, tu peux faire d'une petite merde. Genre un Chromecast à 25$, tu le plugues à ta télé, tu peux jouer des AAA titles. Obviously, il va y avoir un subscription fee et tout ça. Ouais. Mais ça va, je pense, ça va changer complètement la dynamique du gaming industry, comme complètement. Et comme là, ça fait peur. Genre, ok, gaming industry, la banque, un peu partout, le tech. Là, ils sortent un peu partout. Puis c'est pas du fait. Moi, j'adore ça. Puis ça amène de l'évolution et ça amène des innovations dans tous ces secteurs-là. Mais il faut juste faire attention que comme ça parte pas en couille. Ouais, parce que sérieusement, ils peuvent. Surtout du fait qu'ils vont prendre tellement d'importance dans le futur, de plus en plus. Comme là, c'est les débuts de ces compagnies-là sur à une aussi grande échelle. Avant, c'était des compagnies qui étaient cotées en bourse, etc. et qui faisaient comme d'autres grandes compagnies dans le monde. Mais là, étant donné. Comme toi, t'es aussi meilleur que moi en histoire et tout. Est-ce que tu dirais bien c'est comme les compagnies les plus puissantes ever? Oui. Oui, comme du fait marge, du fait qu'il n'y a jamais eu une compagnie qui a eu autant d'informations sur les gens qui achètent leurs produits. Je veux dire, c'est pas normal qu'une compagnie comme Google sache ton adresse, après ça, c'est tes préférences dans ce que tu aimes acheter, savent quel genre de vidéos tu aimes regarder. Je veux dire, c'est comme si tu dis que l'information est une partie importante du pouvoir, eh bien, eux sont au top. C'est eux qui ont le plus d'informations sur toi dans toute ta vie. Probablement Google en sait plus sur moi que toi. Dans mes préférences, genre au niveau de marketing, de ce que j'achète, etc. Donc oui, je dirais que c'est de loin les plus forts, et encore plus si tu considères le fait que c'est eux en plus qui te donnent ton information. Donc tu sais, autant ce qu'on disait pour les produits, que quand tu achètes quelque chose, de l'algorithme qui te donne ton pourcentage de à quel point tu aimes le hockey, et ça va te revenir des ads de hockey, mais c'est la même chose pour ce que tu lis. Donc moi, mettons que je décide de lire beaucoup sur quelque chose, que je suis quelqu'un de très... mettons que quelqu'un est un néo-nazi, ok? Google va pouvoir juste lui donner des trucs néo-nazis qui vont constamment renforcer son idée. Donc tout ce qu'il va lire, ça va être des journaux de personnes avec des idées radicales, ça va renforcer son idée radicale, puis ça devient que même dans ton information et dans ta façon de penser, ça vient influencer tout ça, parce que tout ce qu'on te donne comme information, c'est constamment des choses qui sont en lien avec ce que tu as déjà lu par le passé. Donc, puis, aussi le problème avec ça, c'est comme toi, tu es en train de dire que ça, ici, c'est un système automatisé qui te feed encore plus néo-nazis. Mais on va dire que, et en ce moment, ils n'ont pas le droit, et comme c'est highly, ils se feraient taper sur les doigts, c'est sûr. Mais on va dire un jour, il y a un gros scandale que genre ça fait 2 ans, une grosse compagnie, on va dire Microsoft ou Facebook ou Google, je suis pas en train de pointer un d'eux, mais on va dire qu'ils sont en train de... En ce moment, on va dire... Il y a un gros mouvement contre néo-nazis ou contre les radicaux de la gauche ou radicaux de la droite, n'importe quel. Eux, ils peuvent leur feed à la place l'opposé. Ils leur montrent des affaires qui les tourneraient de l'autre bord. Exactement. Mais où est-ce que tu mets la limite? Puis là, ensuite, on va dire qu'une compagnie, on va l'appeler Face Google, ok? Une compagnie qui n'existe pas. Face Google, c'est tout du monde et tout le monde qui sont au rein de la compagnie, tout ça, on va dire c'est tous des libéraux, ok? Tout de la gauche, extrême gauche. Ouais. Et là, ils voient toute la droite, ils sont comme,
on n'aime pas trop la droite, ok? Alors là, doucement, ils les ramènent vers la gauche, puis là... Des articles de plus en plus, ça change ta pensée, tu lis telle chose, tu vois telle... Et tu réaliserais même pas, et honnêtement, comme peut-être si tu prendrais du recul, 4 ans plus tard, t'es comme, wow, ok, je suis devenu genre un libéraux, avant j'étais un conservateur, mais comme, ils auraient le pouvoir de changer des mentalités complètes de population, genre, c'est ça. En ce moment, ils le font pas et ils ont pas le droit de le faire, mais ils ont le pouvoir de le faire. Il y a des, tu sais, les pistes que comment les Russes ont pu utiliser les réseaux sociaux pour influencer une élection aux États-Unis. Je veux dire, c'est vraiment le début de ça. Puis c'est même pas nécessairement qu'ils étaient de concert avec ces compagnies-là, mais déjà, on voyait qu'ils avaient le potentiel d'agir là-dessus. Donc, on voit de plus en plus que même dans des questions aussi fondamentales que ce que tu penses, ces compagnies-là ont leur mot à dire. Et là, quand tu me demandais si c'était dans les compagnies les plus fortes de l'histoire, ben, je te dirais que c'est les premières compagnies qui peuvent vraiment influencer autant ce que tu peux penser d'un sujet. Même les réseaux sociaux vont même déterminer quasiment de quelle façon la population en général d'un pays ou d'une province comme le Québec va se positionner sur un enjeu. Donc, si les réseaux sociaux, tu vois toujours des articles en faveur de, je sais pas, en faveur de certains politiciens, ben soudainement, tu sais, on va commencer à se ranger plus derrière lui, ou la majorité de la population. Puis ça, c'est parce que, juste par effet d'entraînement et parce que tu lis et que tu en entends parler, c'est sûr que tu vas aller vers un politicien que tu connais plutôt qu'un politicien que tu n'as jamais entendu parler. Donc, ça change complètement la dynamique. C'est la première fois dans l'histoire qu'on est confronté à un tech world aussi puissant et qui rentre littéralement dans nos maisons. Mais c'est ça ce qui fait peur. Genre, en ce moment, on va dire qu'ils sont pas en train de le faire, ou comme il y a des cas isolés où est-ce que ça se passe, c'est le fait qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est comme l'arme nucléaire. Comme tu parlais l'autre fois. Les États-Unis tiennent dans leur main, on a l'arme nucléaire. Niaise pas avec moi parce que je peux complètement te détruire. Ou s'ils ont un plan ou un agenda à accomplir, ils ont ce pouvoir-là. Ils ont la menace. Il y a quelqu'un de malicieux qui pourrait. Google pourrait ne pas le savoir, mais on va dire il y a des hackers russes qui sont dans tout leur système en ce moment, ils sont en train de le faire en ce moment. C'est possible. Comme on peut pas dire non à aucune possibilité. Moi et toi, on n'a aucun contrôle sur ça. C'est rendu des affaires gouvernementales, c'est eux qui s'en chargent. Cette information est là et c'est comme on peut le voir comme une bombe à retardement quand ça tombe dans les mauvaises mains. Mm-hmm. C'est ça que tu essaies d'avancer avec le... Justement, c'est comme des données qui sont tellement importantes, étant donné... Si c'était juste des données sur moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais quand c'est des données sur une population d'un pays au complet, là, il y a du vrai potentiel. Du vrai potentiel de propagande, du vrai potentiel à savoir quelle compagnie cibler en bourse. Par exemple, si tu veux faire du dommage à une compagnie, bon, ben, laquelle est en train de bien se positionner au sein de ce pays-là. Moi, je veux que la compagnie russe ressorte plus forte. Fait que, si tu peux réussir à influencer ce genre de choses, tu as un pouvoir très, très grand. Et aussi, une autre chose que... Ben, là, ça, c'est tout nouveau. Apple, c'est quand ils ont sorti la carte? Ouais. Il y a genre 2 semaines. 2 semaines. Fait que là, moi, ça c'est apparu dans ma tête. Quand j'ai entendu qu'ils faisaient affaire avec Goldman Sachs, qui est vraiment c'est une des banques qui était le plus impliquée dans la crise financière de 2008 aux États-Unis, ben, dans le monde, en fait. Et cette banque-là, quand j'ai vu qu'ils se positionnaient avec Apple là-dessus, parce qu'ils auraient très bien pu dire non, comme on veut pas que vous rentriez dans le crédit, ça c'est le domaine des banques et on reste que ça... Mais là, je vois une banque, et Goldman Sachs est très bonne à toujours se positionner à l'avant de ce genre de choses, de rester première dans l'échiquier mondial. Et c'est de voir que les banques contribuent aussi. Et elle s'est alliée à Apple là-dessus. Et là, c'est comme... Elle place ses bets sur Apple. Sur Apple, et que dans le futur, elle va encore avoir son importance, même dans le nouveau monde. Parce que c'est comme si Goldman Sachs, en ce moment, c'est comme la plus vieille institution qui a une puissance incroyable sur la Terre. C'est comme un État dans l'État, parce qu'il contrôle le capital financier. Mais là, ils se sont dit, moi, je veux contrôler le capital financier de demain aussi. Et ça va passer par ces compagnies-là. Et c'est de voir que là, les géants, à la place de se détruire, ce qui aurait pu faire comme rééquilibrer un peu, tu sais, si les banques bloquent les tech companies bloquent les banques. Mais non, une des plus grandes compagnies de technologie s'allie à la plus grande banque mondiale. Donc là, j'ai vu ça, j'ai fait, OK, il y a vraiment un enjeu puissant, parce que c'est 2 des institutions les moins régulées dans le monde, parce que c'est 2 des institutions les plus puissantes dans le monde. Donc, si on considère le lobbying et tout le fait qu'ils ont tellement d'argent pour influencer les politiciens, etc., c'est des compagnies qui ont extrêmement de pouvoir
au sein même des politiques d'un pays. Donc, comme quand tu considères ça, quand tu vois ça comme ça, t'es comme, OK. Le plus on en parle, c'est plus on sonne l'alarme, dans le fond. Ils ont énormément de puissance, mais c'est bien que des gens comme la photo ici, c'est vraiment pour montrer l'Union européenne, comment ils s'occupent des grandes compagnies en ce moment. C'est un peu intimidant, vraiment montrer. C'est le genre de question qui est fondamentale à se poser. Puisque on en parle beaucoup de l'Union européenne, je vais essayer de détailler pour vous à la maison un peu plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils essaient de redonner le droit aux données aux utilisateurs eux-mêmes. Donc à la place que ça soit... Ils savent que les terms and conditions qui existent en ce moment, que tu fais le petit clic avant de rentrer sur Google ou avant de sign in sur Facebook, ils savent que tu le lis pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas dire que ça, c'est pas valable. Ils veulent changer c'est quoi ces conditions que les compagnies mettent. Ils veulent changer le petit texte juridique pour faire en sorte que quand tu as une information personnelle qui va être utilisée par une compagnie, de un, tu le sais, et de deux, si tu veux le vendre, tu vas pouvoir le vendre aussi. Si tu veux que la compagnie ait accès, elle va pouvoir, mais tu vas aussi pouvoir dire non. Donc, c'est redonner le pouvoir à l'individu. Parce que ça, je trouve, peut-être leur implémentation n'est pas la meilleure. Puis aussi, ils veulent avoir un système où est-ce que tu peux prendre toutes tes données et les transférer de compagnie. Je sais pas si tu as lu sur ça. Genre. J'ai c'est comme ça, implémenter ça, c'est extrêmement difficile et ça peut être quasiment dangereux pour tes données. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui ont accès à tes données, les transferts, tout ça. Le weakest link, c'est la compagnie qui est juste pas bonne. Puis là, ça leak. Puis là, tout le monde a toutes leurs données. Mais dans le fond, je pense qu'ils ont une bonne idée là-dedans, puis c'est comme redonner le data au user et tout ça, c'est très important, surtout avec AI et tout ce qui vient dans le futur. Et genre, je sais qu'on n'arrête pas de revenir un peu sur le AI, mais genre... Mais c'est normal, parce que c'est ça c'est littéralement le plus gros changement de société qu'on va voir dans notre vie à nous, donc c'est assez bon qu'on revienne dessus assez souvent. Est-ce que l'autre podcast, j'ai parlé de OpenAI? Je sais pas, je t'en avais parlé, mais je pensais que j'en ai parlé à l'autre podcast. Dans le fond, Elon Musk fait partie du board de OpenAI. Non, t'en as pas parlé. Mais plus maintenant, ok. Plus maintenant, il fait plus partie du board, mais dans le fond, c'est une grosse organisation de AI, de rechercheurs qui vont essayer de trouver, genre... Ils développent les nouvelles technologies, dans le fond. Ouais. Et ça fait peur, parce que ça, je pense que je t'en ai parlé, c'est comme... Récemment, ils ont développé un AI qui est tellement bon à générer des textes et des mots d'habitude, ils font tout ce qu'ils font open source. Donc, tu peux downloader ce neural network avec ses trained weights. Tu peux recréer ce que ce AI fait n'importe où de chez toi, n'importe comment. Ouais. Ça, ils font, c'est open source. Ils essaient de, dans le fond, eux, ils essaient d'être sur le bon côté du AI, genre, du développement de AI dans les prochaines années. Mais récemment, ils ont dit, c'est trop dangereux ce qu'on a créé en ce moment. Genre, on a créé un monstre, un petit, je vais dire Frankenstein, mais tout le monde va me roast parce que le monstre s'appelle pas Frankenstein, hein? C'est quoi le nom du monstre dans Frankenstein? Un petit Porky. Porcupine Mini Jaundice. Mais ouais, pendant que tu cherches, continue ton point. C'est. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ils ont créé un générateur de texte trop dangereux pour mettre dans le public parce qu'ils se sont dit, si la mauvaise personne dans le public, le fake news va devenir genre. Je vais penser plus que t'es un robot, toi, que ce fake news ouais. Et comme ça, c'est dégueulasse parce que si tu mets ça à ton travail, t'es quelqu'un en Russie, on va dire, tu crées du fake news après fake news après fake news et là, tu vas avoir autour du monde plein de nouvelles qui sont fausses et on sera plus capable de dire la différence entre faux et vrai. Puis ça, c'est comme... Imagine si tu pouvais... on va dire, t'es quelqu'un qui veut devenir président en 2020, OK? Mm-hmm. Et tu avais quelqu'un qui travaillait pour toi, qui est capable de créer du fake news. Et comme tu n'avais pas besoin, tu sais, peut-être quelqu'un, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, quand ils essayaient de faire du fake news, il devait penser à une histoire, il l'écrivait, c'était tout un plan pour une histoire. Imagine si tu avais une machine qui t'en shootait 3 par jour. Et comme, il y en a qui prenaient traction, oui ou non, là, tu sais. Et ça, c'est incroyable. Et là, ça détruirait complètement l'autre candidat. Et comme, c'est assez incroyable parce que l'intelligence artificielle, et là, ce que tu es en train de dire, une compagnie ou plusieurs compagnies qui ont tout ce pouvoir, et avec des intelligences artificielles qui ont de plus en plus de pouvoir chaque, le pouvoir destructeur, s'il est unleashed, comme là, on est en bonne foi avec ces compagnies-là, on espère que Google et Apple ont nos meilleurs intérêts en tête, mais s'ils les ont pas, c'est wow. Le pouvoir qu'ils ont, c'est dégueulasse pour les sociétés partout autour du monde. Genre. Puis au niveau de l'information, je veux dire, c'est tellement... Le fait qu'une nouvelle est fausse, même si l'article, moi, étant donné que j'étudie dans le domaine, que je vais souvent lire des sources, par exemple sur un candidat en politique, je vais pouvoir voir plus que la moyenne de la population le vrai du faux, mais même
c'est même pas à quel point l'article est bon ou pas. Par exemple, si c'est un article de journal généré comme d'une fausse nouvelle qui est donné à quelqu'un, c'est juste s'il y en a énormément et que même si tu fais juste lire le titre, à force de lire des titres, ton idée, si tu n'y penses pas subconsciemment, il y a tout ce processus-là qui se fait. Et c'est là que c'est fou parce que ça rentre dans la tête et t'as pas l'impression que ça va faire une si grande différence que s'il y a un article, une fausse nouvelle qui a été générée, mais chaque titre que quelqu'un va lire durant, par exemple, une élection serrée va pouvoir changer la balance d'un candidat à un autre. Et là, tu parles de la gouvernance d'un pays au complet. Et là, si on parle des États-Unis, d'un des pays les plus importants de la planète, qui est changé sur des fausses nouvelles, sur quelque chose qui était faux et qui n'existe pas. Et c'est rendu un enjeu aussi important et qui est même actuel. On peut en parler dans le futur, ça pourrait être encore pire avec la technologie que tu viens de parler, mais il y a eu une influence russe dans l'élection américaine avec des fausses nouvelles. Ça a joué un rôle. Et en plus du fait que Trump qui n'arrête pas de dénoncer les fausses nouvelles quand les journalistes essayent de faire leur travail, ou même s'ils le font bien ou mal, ils vont éventuellement... Trump va souvent dire, ben ça c'est une fausse nouvelle, c'est pour ça qu'il communique par Twitter, pour lui donner les vraies nouvelles à la population, un lien direct entre le politicien. Mais quand le politicien le plus important des États-Unis d'Amérique crie au feu à chaque semaine sur les fausses nouvelles, ça vient créer un autre danger. C'est la population qui dit « Mais qu'est-ce que je peux croire? Comme si ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ce média-là me ment, celui-là ment, celui-là ment parce que mon président le dit. » On parle d'un politicien qui est vraiment très très important. Le dit à chaque semaine et là t'arrives à un monde puis le mot qui a été fait pour ça, c'est un très beau mot, c'est la post-vérité. Que tu sais plus... On est à une époque où est-ce que tout à coup, c'est comme si plus rien était sûr. Parce qu'il y a tellement d'informations qui peuvent être générées qu'on ne peut plus savoir laquelle on est supposé regarder, laquelle on est supposé, sur laquelle on est supposé se baser. Puis c'est comme un nouveau monde parce qu'avant, on pouvait parler de journaux comme le New York Times, le Washington Post, avec des journalistes que s'ils n'étaient pas bien éduqués, s'ils ne savaient pas comment faire un bon travail de journaliste en général, par exemple si on remonte à il y a 30 ans, n'allaient pas être engagés par ces grands journaux-là. Donc c'était un journalisme professionnel, puis il y avait des attentes par rapport aux journalistes qui travaillaient là. Mais c'est plus du tout le cas. Il y a une crise dans notre information et ça change complètement les dynamiques en politique et éventuellement la politique découle tout le reste. Après ça, si les régulations pour les intelligences artificielles, etc., sont pas implantées à cause que ce politicien-là, lui, c'est pas une de ses priorités, ben tu changes l'avenir d'un pays avec des fausses nouvelles. D'ailleurs, juste avant le podcast, on parlait de... c'est quoi? C'est deepfake, le nom? Deepfake, ouais. Donc, si Porky, tu pouvais mettre ça à l'écran. Mais Porky, t'as le nom du... Coming back to the Frankenstein. Frankenstein is the doctor, and he doesn't really have a name, but he's sometimes like called Prometheus. Never really heard of that. The But monster? Yeah, the monster's called Pretty Prometheus. sick name. Yeah. Prometheus. Nice. Ça a combien de temps? On est à 52-46. Pretty good. On parle, mon ami. So, maintenant, on va vous montrer une vidéo de quoi ça a l'air deepfake, juste pour rentrer I'm just dedans. pulling it up right now. Et vous avez le knowledge à cause du dernier podcast. Deepfake utilise un Generative Adversarial Network, GAN. Dans le fond, tu traînes un network à créer une face. Dans ce cas-ci, c'est Hillary Clinton. Et ça fait peur parce que c'est Hillary Clinton. Ok, vous avez l'original et le fake, dans le fond. Et dans le fond, ça va prendre une face normale. Tu vas lui donner une face de Hillary Clinton de plusieurs angles et tout ça. Et là, tu vas lui dire, OK, tu sais, dans une vidéo, il y a 24 frames par seconde, 24 images par seconde, ou 30 ou 60. Là, on record à 4K 60 images par seconde, je vous dire. Merci. Mais on va dire qu'il y a 60 images par seconde. Il va déconstruire la vidéo en chaque image. Et là, le Generative Adversarial Network, ce qu'il va faire, comme l'autre fois, un des networks va créer une image. Il va essayer de coller la photo, on va dire un third party, il y a une petite photo de Hillary Clinton. Il va la coller sur la face de cette vidéo déjà faite. Ouais. Et là, il va le créer. Là, il va être comme, OK, j'aime mon travail. Il va l'envoyer à l'autre network. L'autre network va être comme, OK, ouais, ça a quand même l'air de... Ça a l'air de Hillary Clinton, c'est quand même bon. OK, maintenant, passe au prochain. Passe au prochain pour chaque image de chaque seconde du vidéo. Et là, ça crée ça comme résultat final. Ah, Porto qui commence à japper. Porto arrive. Oh, Mais en plus du fait que c'est une intelligence artificielle, donc ça va générer rapidement les images. Regardez sa face.
Donc, ça, c'était... Tu peux passer 2 secondes. Ça, c'était... Et comme ça... Eux, il y en a qui sont un peu cons. Ils mettent des faces de genre Mr. Bean sur genre des super-héros puis des choses comme ça. C'est pas vraiment... Oui, ils mettent toujours freaking Nicolas Cage partout. Nicolas Cage partout. Non, ça, mais c'est le meme culture. honnêtement, ça fait peur parce que vous avez vu Hillary Clinton de quoi? Comme lui, il est pas tant beau puis ils l'ont fait en blague, mais celui de Hillary Clinton, ça l'a. Moi, dans ma tête, j'ai vu ça puis je pensais. Ah, ben, c'est à cause de ça, là. Je pensais qu'il était au débat, puis c'est le débat des présidents, je pense. Le background, c'est supposé avoir l'air de ça. Mais honnêtement, comme je pensais que c'était straight la vidéo. Genre, c'est vraiment bien fait. Ils prennent ça, ils mettent la face de Hillary Clinton sur cette femme-là, puis là, ça a l'air de Hillary Clinton. Ça a l'air d'elle. Et ce n'est pas Hillary Clinton. Ça, c'est généré par un ordinateur. C'est un ordinateur qui ajuste l'image faciale de Hillary Clinton à chaque changement de ton, pour adapter vraiment au discours. Et ça, surtout quand c'est dans n'importe quel domaine où c'est utilisé, c'est un danger parce que c'est comme des fausses nouvelles au prochain niveau, où est-ce que tu regardes une vidéo et t'es sûr que la personne te parle de quelque chose. C'est Barack Obama, il est en train de me parler. Mais ça et j'ai un prof qui a amené un point très intéressant en cours là-dessus. Ça va si c'est pas une blague avec Nicolas Cage. Mais le problème, c'est si il y a une vidéo de Donald Trump qui annonce une guerre nucléaire avec la Corée du Nord et que là, tout à coup, Kim Jong-un est mal informé, quoi que ce soit, et que là, il y a un conflit nucléaire qui se déclare à partir de ça, ou qu'il y a une panique, même juste la panique aux États-Unis, s'ils entendent qu'il y a une guerre nucléaire qui est enclenchée avec la Corée du Nord, tu tombes dans une situation peut-être momentanée, mais d'anarchie durant ce temps-là, où est-ce que les gens sont en panique, il y a une crise, une véritable crise, juste parce que on est rendu à un niveau où est-ce que l'intelligence artificielle peut générer un visage et créer une fausse nouvelle qui a de l'air plus vrai que la réalité. À 99,99999% de la population, tu as besoin de comme des systèmes créés pour détecter ça. Puis... Donc, c'est rendu qu'il faut nous-mêmes, quand on s'informe, faire attention, même aux vidéos, donc même à la maison, maintenant que vous savez cet enjeu-là, même une vidéo de quelqu'un qui parle, on peut plus être sûr, parce que c'est même pas si difficile. C'est pas une technologie que juste je sais pas, la CIA est capable de reproduire. Non, c'est quelque chose que quelqu'un d'assez compétent dans le domaine peut faire assez facilement. Même là, comme n'importe qui, genre, c'est rendu accessible. Tu lui donnes une vidéo, tu drag and drop la face que tu veux, puis il fait tout dans le background. Il a créé une petite application. Donc on est rendu quelque part parce que même sur nos vidéos, il va falloir continuer de se questionner. Est-ce que c'est vraiment Obama qui a dit ça? Puis là, il faut que tu arrives avec d'autres sources qui te permettent de dire oui, il a vraiment tenu ce genre de discours. Donc là, si la presse plus le vidéo te disent oui, ça a été fait, mais c'est rendu que juste en voyant une vidéo, on peut même pas se dire que c'est vraiment la personne qui l'a fait qui parle pour vrai. Ouais. Donc ça, c'est un nouvel enjeu, encore plus grand. Encore une fois, intelligence artificielle, tout ce qui amène. J'aurais jamais pensé à ça. Comme personnellement, il y a un mois, j'étais pas au courant. Et ça, littéralement, j'ai été choqué d'apprendre ça parce que là, maintenant, je dois me questionner, même quand j'écoute des discours de quelqu'un. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de la puissance de ces compagnies-là, des grandes compagnies technologiques. De quoi d'autre on a parlé? On a parlé, dans le fond, de Apple qui se diversifie aussi. Ouais. Un danger avec des banques comme Goldman Sachs qui, encore une fois, vont être à l'avant-scène de ce genre de réforme. De comment ils sont en train de se positionner. Ils ont des positions de pouvoir, encore plus de pouvoir. Ce pouvoir est mainly, surtout à cause du nombre de données qu'ils ont. Ouais. Et les données, dans notre futur, c'est ce qui est vraiment important pour l'intelligence artificielle. Donc, on doit faire attention à ce positionnement qu'ils sont en train de se donner. C'est tout ce Donc, l'Union européenne qui, tant bien que mal, commence à mettre de l'avant vraiment des réformes et commence à pouvoir agir sur les grandes compagnies de technologie. C'est ceux qui donnent les plus grandes amendes, normalement, genre d'une année à l'autre, sur ces compagnies-là, et peuvent se le permettre puisque des compagnies comme Facebook, Google sont vraiment plus basées aux États-Unis, pas vraiment en Europe, donc peuvent se permettre de vraiment plus agir sur eux sans trop de lobbying, malgré qu'il en existe quand même. Donc, ça va être de voir si le reste du monde décide de suivre la démarche de l'Union européenne, ce que je crois qui serait excessivement bénéfique à l'humanité, parce que tout à coup, il faut mettre un stop sur le pouvoir d'une compagnie. C'est correct, c'est arrivé progressivement. Je comprends que ça n'a pas été fait déjà il y a 15 ans, quand on savait pas encore à quel point ces compagnies-là allaient être importantes.
Mais là, on est rendu à un point où est-ce que c'est maintenant ou je veux pas dire jamais. Il reste, je pense, une petite fenêtre d'opportunité pour le faire, mais Soyons optimistes. on l'espère. Mais après ça, c'est tout dépend des intérêts de ces compagnies-là aussi, à quel point c'est pour le bien de l'humanité ou pas qu'ils agissent. Je veux pas trop miser là-dessus. Donc, ça serait mieux de réguler pendant qu'on le peut. Je suis content que l'Union européenne ait entamé les démarches, même si c'est pas les meilleurs nécessairement, ou si c'est pas le meilleur mode d'action, etc. À ce niveau-là, c'est intéressant. Dans le fond, c'est littéralement la même vision, mission qu'on a avec Truth Seekers. On veut que les grandes régulations, tout ça, juste demandez-vous des questions, commencez à investiguer, puis juste commencer à penser au futur parce que ça s'en vient. Ça, c'est un appel aux politiciens puis tout ça. Puis ça, c'est un appel à tout le monde, notre génération ou n'importe quelle génération. On va vivre dedans. On va vivre avec ces compagnies-là. Je pense pas qu'elles vont disparaître dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, prochaines décennies. Donc, milléniaux. ça va être intéressant. Nous, on va vivre avec. Donc, de pouvoir régler ce débat-là, d'avoir une opinion dessus, déjà là, c'est déjà un avancement. On espère que le podcast a aidé à ce niveau-là. Donc rapidement, si on faisait une conclusion, donc ça serait pour vous dire merci d'ailleurs pour le premier podcast. Tout le feedback qu'on a reçu, on l'apprécie vraiment beaucoup. Donc je veux juste rappeler ça. Vraiment, on essaye de s'améliorer à partir de ça. Je pense qu'on va toujours essayer de vous donner un produit de qualité. Et comme je l'ai expliqué un peu en début de vidéo, on va essayer d'utiliser à notre avantage le fait que notre plateforme YouTube est encore assez petite et je crois qu'on peut l'utiliser comme avantage dans le sens que vous pouvez être impliqué dans la conversation avec nous. Donc, si jamais vous êtes intéressé à lâcher un commentaire, une idée ou que vous voudriez qu'on parle d'un sujet en particulier, vraiment, retenez-vous pas, la section des commentaires sur YouTube, on la lit parce que justement, il n'y en a pas encore des dizaines de milliers. Donc, c'est possible pour nous de voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez et on va essayer à chaque podcast de faire un retour là-dessus parce que vraiment je trouve ça intéressant l'interaction qu'on peut avoir avec nos auditeurs. Donc voilà pour moi. So feel free, drop a comment on honestly anything, new idea of podcast, something we should do better, suggestion, just something to talk about. If you have a question or like you guys should talk about this, we'll come back on it. Honestly, we're here. This is discourse. The whole point is we're trying to uplift us as a generation, so you guys are friends or people watching us and we want to be talking to you and talking about things. If you guys have ideas, have things to say, do you have any shout outs to do? I just want to say clearly drop a like if you're on YouTube or comment like we've been saying. If you're on Spotify, SoundCloud, you can't like on Spotify, but follow us if you guys want to be like if you want to be notified of when our latest stuff comes out. We're going to be putting stuff on social media, obviously, some maybe a little snippets of stuff. And if you guys want to tell us what subjects or even invites of who should come on the podcast, we're going to start having people over relatively soon to start having either debates or different conversations on things that me and Philip either don't agree on or we agree on something, but we don't have the same view as other people, as like let's say a majority of people or like a big chunk of people in the population. We want to talk about that with the opposing side, let's say opposing. Mm-hmm. And yeah, that's basically what. Donc, n'oubliez pas, like, subscribe, c'est important pour nous. Si vous voulez nous encourager, on a besoin de ça. Ça nous renforce. Qu'est-ce qui se passe? Merch link in bio. Merch link in the bio. Donc, le chandail que je porte aujourd'hui, c'est fait de Hip-Hop. Mon gars, Youssouf, qui est vraiment... J'aime beaucoup les produits qui sortent. C'est son petit start-up à lui aussi. Donc, ses vêtements, tout ça. Il y a sa collection de printemps qui sort bientôt. Si vous voulez aller le voir, on va mettre son link de sa page Instagram. Merci, Porky. Donc, allez voir ça. Actually, Porky's going to put his Instagram right here. Good luck, Porky. Le classique. Right here. Good luck. Right there, buddy. Donc voilà, s'il y a d'autres shout-outs, wow, tu peux y aller. Moi, thanks. Youssouf, merci beaucoup. The family, the friends, la gang, Dina, the whole squad, everyone. Tous ceux qui nous écoutent à la maison, pour vrai, tant que vous nous supportez, merci beaucoup. On apprécie énormément. Donc je pense qu'on peut wrap it up dessus. Merci beaucoup. I just want to add that also, like, this podcast isn't possible without you guys, so all your feedback is really appreciated. We love reading it, and I mean, you guys fuel us to make more podcasts, and without your feedback, we can't make our podcast any better. So, yeah, that's pretty much all I want to say.